Bonjour à tous et bienvenue au premier Lab 2020 de Workplace Magazine consacré à l'IMO as a Service. Je suis Julie Dohen, rédactrice en chef du magazine et je serai avec vous pour cette première partie de la matinée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques précisions. Alors, sachez que la matinée s'articulera autour de 2 webconférences. Dans la première, nous tenterons de faire le point sur le changement de paradigme qui s'opère dans l'immobilier tertiaire, d'un immobilier traditionnel vers un immobilier as a service. Et dans la seconde, nous nous intéresserons à la question du qui pour opérer le service de demain. Elle commencera à 10h45 et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le lien qui se trouve dans votre panneau de configuration à droite de votre écran. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez poser vos questions à tout moment. Il vous suffit de cliquer là aussi sur le picto questions de votre module. Sophie Blodarzac, journaliste pour Workplace Magazine, se chargera de récupérer toutes vos questions et on réservera un moment en fin de session pour en traiter certaines. Et enfin, je vous précise que cette matinée fait suite au numéro spécial IMO de Workplace Magazine publié récemment, que vous pourrez retrouver en feuilletage gratuit dans l'email de replay de la conférence, car oui, cette webconférence est enregistrée et vous recevrez donc un email de replay d'ici quelques jours. Voilà, maintenant que tout cela est dit, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors que la majorité des salariés est en télétravail depuis maintenant plusieurs semaines, laissant les bureaux encore vacants, quel avenir imaginer pour l'immobilier tertiaire? C'est une des grandes questions que nous allons notamment nous poser ce matin. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir virtuellement, mais le cœur y est quand même, Christelle Bastard, responsable des études transverses et prospectives chez CBRE. Bonjour. Bonjour Christelle. Philippe Boyer, vous êtes directeur de l'innovation chez Covivio, une foncière Bonjour. présente aux 4 coins de l'Hexagone et dans l'Europe. Pierre Lusteau, directeur général d'Aremis, qui accompagne les entreprises dans les transformations digitales et immobilières. Bonjour. Et enfin Franck Zorn, cofondateur de Deskeo, dont nous allons parler plus longuement dans quelques instants. Bonjour. Merci à vous quatre d'être avec nous ce matin. Alors en effet, comme je le disais en préambule, la crise sanitaire et économique actuelle devrait pousser les entreprises à repenser leurs méthodes de travail et leur patrimoine immobilier. La transition d'un immobilier traditionnel vers un immobilier plus flexible devrait alors peut-être s'opérer plus vite que prévu. Moins de mètres carrés, mais des mètres carrés plus qualitatifs et plus flexibles, intégrant une offre de service proposant une véritable expérience collaborateur. C'est bien là l'un des enjeux de la tendance IMO as a Service. Mais d'abord, peut-être pour bien cerner le sujet de cette matinée, une première question pour vous quatre. D'où vient cette tendance? Pourquoi aujourd'hui on parle d'IMO as a Service? Pourquoi ce changement de vocabulaire? Pierre, peut-être, je vais vous laisser commencer là-dessus. Merci Julie. Donc, bonjour tout le monde. Oui, c'est une question assez large. Je pense qu'il y a pas mal de réponses et pas mal de manières d'aborder cette thématique de l'immobilier as a service. En tout cas, ce qu'on peut dire probablement, c'est que l'immobilier ne fait pas exception à la règle de plein d'autres secteurs de l'économie qui, depuis pas mal d'années, je dirais, ubérisent d'une certaine manière, au sens où les consommateurs d'immobilier ont, comme pour bien d'autres secteurs de l'économie, pris l'envie de payer à l'usage et donc de considérer fondamentalement tout ce qui nous entoure comme étant un service potentiel et quelque part la réduction des horizons. Donc on est dans un monde qui le monde VUCA, ce genre de choses. Donc la recherche de flexibilité, la recherche de liberté d'une certaine manière et d'être en capacité de se considérer comme une forme de consommateur et en particulier consommateur de services. Et donc, voilà, l'immobilier est un peu particulier parce que par définition, c'est immobile. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais il ne fait pas exception à la règle de cette tendance de fond et tous les acteurs du marché s'y plongent, évidemment. Philippe, un avis là-dessus? Oui, l'essentiel a été dit, mais en fait, les anglo-saxons parlent de space as a service. C'est l'idée que l'espace, c'est d'abord et avant tout un service qui va au-delà des mètres carrés. En fait, il faut fournir, proposer des nouveaux services qui contribuent au fait que le bureau fasse envie et corresponde aux besoins évolutifs des entreprises. Et je pense qu'on va en parler longuement au cours de cette première table ronde. En fait, je dirais aussi que ce qui va faire, l'élément sur lequel il va y avoir de plus en plus de valeur de l'immeuble, ce sont bien sûr les critères connus, hein, la localisation, la qualité intrinsèque du bâti, les sujets énergétiques.
mais aussi le service qu'on trouvera et qui va être fourni par le propriétaire. Finalement, il y a une sorte de raccourci que j'aime bien, qui illustre, qui résume un peu le Space as a Service, c'est qu'on raisonne de plus en plus en termes d'usage. On passe d'un maître d'ouvrage à un maître d'usage, en quelque sorte. Finalement, si je vous comprends bien, pardon Christelle, allez-y. Non, justement, je pense que c'est vraiment ça, en fait. Vous parliez tout à l'heure de changement de paradigme, et c'est vraiment, en fait, l'entrée de l'immobilier, qui est un secteur d'activité finalement assez traditionnelle dans sa façon d'être opéré, avec notamment une forte financiarisation des acteurs et un immobilier qui était de plus en plus considéré comme un produit de placement, faisant un petit peu oublier qu'il y a derrière des utilisateurs et qu'en effet, l'immobilier as a service, c'est le rappel que justement, on rentre dans des économies, enfin une économie de l'usage. Et on en avait parlé quand on a préparé cette table ronde, justement, cette notion de mètre carré augmenté, puisque justement, je pense que l'idée maintenant, c'est que les utilisateurs, les entreprises ne cherchent plus à louer des surfaces, mais cherchent vraiment à considérer comment elles peuvent installer leurs collaborateurs de la façon la plus optimale possible, et cette notion de poste de travail, c'est-à-dire une offre qui permette de raisonner en poste de travail et en poste de travail prise dans une vision extrêmement globale des choses. Est-ce que pour résumer, on peut dire aussi que l'objectif, in fine, c'est de tendre vers un immobilier fluide qui serait non plus un frein, mais un moteur de croissance pour l'entreprise? Franck, là-dessus? Oui, je pense que en fait, l'immobilier ou les bureaux, c'est jamais la stratégie, la priorité stratégique numéro un pour les entreprises. Ils ont tous un métier et un objectif stratégique. Et l'immobilier ou le bureau est plutôt un moyen. Or, quand on regarde les investissements qui sont nécessaires dans les bureaux, donc en termes d'aménagement, l'engagement avec des loyers dans un bail traditionnel sur plusieurs années, en fait, c'est souvent des investissements qui sont beaucoup plus grands que tous les investissements qu'une entreprise prend. Et donc, ça ressemble plutôt à acheter un actif. Et quand on regarde aujourd'hui ce que proposent les propriétaires dans l'anciennement de l'immobilier, c'est plutôt un actif. C'est 4 murs avec la moquette, avec la lumière. Et ce qu'ils cherchent des sociétés, c'est un produit, quelque chose où, en fait, qu'on peut consommer. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de la connexion Internet, de l'aménagement, etc. Donc, ça, c'est une évolution qui est assez claire. Et c'est là où, par exemple, nous, et comme beaucoup d'autres opérateurs, on essaie de créer ce lien entre ce que proposent les propriétaires, pour des bonnes raisons aussi, et ce qu'ils cherchent les utilisateurs. Et donc, ça permet justement de réduire cet engagement, cet investissement, ça donne plus de flexibilité et ça permet de consommer finalement un produit qui sert à développer une entreprise, mais qui n'est pas le but final. D'accord. Oui. Je rebondis sur ce qui a été dit. Ça converge. Heureusement, on est à peu près convergents. Peut-être qu'on sera moins peut-être plus tard dans la conversation. Mais c'est le grand retour de l'exploitation, quoi. C'est le grand retour de l'humain et du service aux personnes directement dans les immeubles. Il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est des boîtes, hein, c'est des bâtiments, mais c'est aussi des habitants, des gens qui sont dedans, et des gens qui opèrent des services autour de ça, des services qui sont destinés aux bâtiments, mais des services qui sont également destinés aux utilisateurs de ces bâtiments. Et effectivement, cette vision à l'usage, en tout cas ce retour de l'usage au centre, est fondamental parce que ça transforme, en tout cas ça tente à transformer la relation bailleur-preneur, et ça tend également à imaginer les actifs immobiliers, en tout cas leur mode de valorisation, comme pas seulement justement un emplacement, et puis c'est un ensemble complet et qui est super intéressant, avec évidemment la dimension technologique qui vient se rajouter à ça, qui offre bien des possibilités qu'on n'avait pas il y a encore 10-15 ans. Oui, bien sûr. Alors, on a déjà parlé, Christelle, je vais vous donner la parole, mais justement, j'ai une question pour vous.
On a déjà un peu parlé des ça tombe bien. services et je voulais vous interpeller parce que CBRE a publié une étude l'année dernière interrogeant les grands comptes Ouais. sur leur stratégie évolutive et un chiffre a notamment attiré notre attention. Déjà en 2019, Mhm. 59% des grands comptes se disaient prêts à payer une prime de 10% pour un espace totalement équipé assorti d'un contrat de maintenance service. Selon vous, est-ce que ça veut dire que le virage est déjà amorcé dans la tête des grands comptes? Est-ce qu'ils commencent déjà à valoriser davantage les services? Alors justement, c'est parfait, c'est exactement ce sur quoi je vais intervenir. C'est qu'en effet, par la notion de service, Pierre parlait de service aux collaborateurs, aux occupants d'immeubles, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une notion en fait de service qui est extrêmement globale, qui est à la fois faciliter et rendre agréable la vie des collaborateurs dans l'immeuble, mais aussi faciliter, et là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Franck tout à l'heure, faciliter aussi la vie des entreprises, des directeurs immobiliers, des entreprises aussi qui n'ont pas toujours de direction immobilière et pour lesquelles l'accès à l'immobilier était devenu extrêmement complexe, hein, que ce soit parce que les marchés immobiliers, en tout cas dans les zones centrales comme Paris, étaient extrêmement tendus, parce qu'en effet, on a des systèmes d'engagement dans les baux qui, avec la financiarisation, se sont rallongés extrêmement fortement, parce qu'on a fait une typologie de propositions de plateau qui est assez uniforme, qui implique des travaux preneurs importants, qui fait que demain, une entreprise qui a besoin de s'installer facilement, rapidement dans des postes de travail pour répondre à des besoins de mètres carrés, enfin, voilà, pour réagir rapidement à son activité économique, a des difficultés. Et donc, c'est un chiffre aussi que montre l'étude. Alors, c'est une étude maintenant, je tiens à le préciser, qui a été réalisée il y a un peu plus d'1 an. Donc, on va revenir tout à l'heure sur l'impact du Covid pour un peu. Mais je pense qu'on est sur des tendances de fond. Et les tendances de fond sont des tendances qui peuvent s'infléchir, qui peuvent se la ralentir ou s'accélérer, mais qui, à mon avis, ne seront pas remises en cause profondément. Mais oui, très clairement, on sentait vraiment un appétit extrêmement fort des entreprises pour tout ce qui était élément de facilitation de l'accès à l'immobilier. Les problématiques immobilières se complexifient très fortement à partir du moment aussi où on réfléchit à vouloir proposer plus qu'en effet un poste de travail, mais tout un ensemble de services et d'équipements pour les salariés. Ça veut dire qu'on a en effet des problématiques immobilières qui sont de plus en plus complexes et qui donc nécessitent d'avoir des directions immobilières qui font appel à des prestataires différents, des conseils. Et donc, c'est vrai que cette notion d'immobilier as a service, c'est un peu la notion de package, quoi. C'est la notion de j'ai un produit demain qui répond à mes besoins, et Franck le disait très bien, sans me détourner de ma fonction première qui est de faire du business. Et les entreprises n'ont pas comme fonction de faire de l'immobilier. Et c'est pourtant le deuxième poste de coût derrière les salaires. Donc, c'est énorme. Tout à fait. On aura l'occasion de revenir sur ce côté package un peu plus tard. Philippe, je vois que vous me faites signe, allez-y. Non, mais tout ce que disait en effet Christelle, j'adhère à 100%, et c'est peut-être une tendance qu'on verra au cours de la table ronde. Je pense que le bureau va de plus en plus devenir un outil managérial incomparable, un lieu d'intelligence, d'appartenance collective. Donc, bien sûr, il y a le produit immobilier en tant que tel, et pour répondre à cette nouvelle demande des entreprises en tant qu'outil managérial de plus en plus crucial et important, en effet, la dimension service, en particulier dans un univers post-Covid. Alors, c'est pas, l'expression n'est pas très élégante, mais en tout cas, dans cette après-crise, le bureau va avoir cette dimension managériale véritablement, encore une fois, incomparable. Alors justement, transition parfaite. On l'a compris, l'entreprise ne veut plus seulement un certain nombre de mètres carrés, mais plutôt des bureaux prêts à l'emploi. On observe alors une bascule d'une économie de produits vers une économie de services dans laquelle l'expérience client devient clé. Je vous propose de voir maintenant si ces tendances pressenties l'année dernière et en début d'année vont s'affirmer ou peut-être être vouées à disparaître avec justement la crise sanitaire et économique que nous traversons. En effet, la pratique généralisée du home office réinterroge la relation entre les stratégies des entreprises et la place qu'elles réserveront aux espaces de travail post-Covid. Là-dessus, Franck Deschio a sorti une étude aussi pendant le confinement avec un chiffre notamment. 62% des salariés français expriment leur désir de faire plus de télétravail suite au confinement. Selon vous, quelles vont être les conséquences d'un tel choix sur l'immobilier, notamment sur les surfaces? Donc, on a fait cette étude, on a fait plusieurs d'ailleurs, et un des résultats qui était évolutif pendant le confinement était qu'après
tout le monde a goûté un peu au télétravail et perçu aussi qu'il y a certains avantages. En fait, les salariés finalement disent que bon, il y a quand même, en gros, il y a 3 avantages. J'économise du temps et ça, c'est un gain de temps qui souvent bien pour l'entreprise parce que les gens ils travaillent quand même un peu plus et aussi un gain pour la vie privée. Ils disent aussi qu'ils peuvent travailler de manière plus focalisée à la maison. Ils ne sont pas dérangés. Et ça, c'est un point qui est important, je pense, pour cette discussion aussi. Et finalement, on gagne en autonomie pour s'organiser sa vie. Et donc, quand on comprend que les salariés, en fait, ils veulent faire du télétravail, ils ont compris que ça fonctionne et il y a des avantages, je pense qu'il est difficile pour les sociétés de s'y opposer. Il y a aussi la loi qui a évolué, donc on ne peut plus interdire. Je pense que le grand challenge va être comment est-ce qu'on l'organise. Et de l'autre côté, est-ce que les managers et la culture de l'entreprise est prête pour en fait réussir le télétravail et organiser en fait un mélange entre télétravail et bureau. Maintenant, je pense quand on regarde les enquêtes après le confinement, juste après le confinement, on a vu que 80% des gens faisaient pour la première fois ou faisaient du télétravail, beaucoup pour la première fois. Il y avait aussi la grande majorité qui disait que ce qui me manque, c'est le bureau. Parce que on voit des gens, on a des contacts sociaux, on peut effectuer un travail, on peut être très productif au bureau. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et on a presque tous nos clients qui sont revenus dans les bureaux, en fait, c'est différent de travailler dans un bureau qu'à la maison. Et la vérité, je pense, et on va voir donc un changement de fond. Donc, il y aura beaucoup plus de télétravail, mais pas complètement, au moins pour la plupart des sociétés. Et quand on interroge les gens sur combien est-ce qu'ils voudraient faire, aujourd'hui, ce qu'on a recueilli comme résultat pour la phase post-confinement, donc post-Covid, on va dire, c'est un tiers des Français qui disaient qu'ils voulaient faire jusqu'à un jour, 2 demi-journées, et presque la moitié jusqu'à 2 jours. Ça, c'est très important comme changement. Parce qu'avant, déjà, il n'y en avait pas beaucoup de sociétés qui faisaient systématiquement du télétravail et pas avec cette ampleur. Donc, c'était peut-être un après-midi de temps en temps, mais pas 1 ou 2 journées par jour. Et ça a des implications assez importantes. Donc, il y a une implication culturelle, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, en fait, il y a encore une culture de présentisme, de gérer, en fait, les collaborateurs à travers du vu. Je les vois, donc ils travaillent. Or, dans l'avenir, ça va être plutôt à la performance, où il faut gérer à la performance, il faut faire aussi un peu plus de confiance. Pour que ça puisse réussir. Il y a une question d'organisation, parce que s'il y a toujours une partie qui est à la maison, ou d'ailleurs, c'est pas juste à la maison, ça peut être anywhere ou partout, en fait, il faut qu'on change les modes d'organisation. Et finalement, sur le plan d'immobilier, ça a un impact, je pense, sur les surfaces. Je pense qu'il ne va pas être énorme, mais il y aura un impact. Et ça a surtout un impact sur l'aménagement. Quand on regarde la période avant Covid, en fait, la manière comment on aménageait les bureaux, c'était on prend le nombre de salariés, on va dire une centaine, on rajoute quelques salles de réunion, une cafétéria, ça fait 1000 mètres carrés. Bon, je cherche 1000 mètres carrés, je mets 100 tables et c'est l'aménagement et l'utilisation. Or, on se rend compte à travers les enquêtes, par exemple, que les salariés disent que finalement, dans l'open space, je ne peux pas bien travailler. Parce que je peux pas me focaliser. Si je prends, si je parle, si je fais un téléphone, si je fais une vidéoconférence, je range tout le monde. Donc aujourd'hui, cet aménagement n'est plus adapté. Et je pense qu'on va voir un peu plus un changement d'utilisation où on va réfléchir comment est-ce qu'on va utiliser le bureau. C'est plus juste un endroit où on va pour effectuer le travail et parce que les salariés n'ont plus envie de faire ça. Il faut qu'on crée des lieux où on attire des salariés. Et ça, c'était déjà une tendance qu'on a vue avant, où on a vu qu'il y a un investissement et beaucoup de réflexion. Donc, comment est-ce qu'on aménage des bureaux pour que ça devienne un outil d'acquisition de talents, de rétention de talents. Et ça va encore aller plus loin. On va dire, bon, je vais réduire peut-être le place de travail dans l'open space. Au lieu d'avoir 100, j'en ai 70. Et je vais créer d'autres lieux
d'autres aménagements qui vont permettre finalement de bien faire toutes les activités que je vais faire au bureau. Et ces activités, ils sont en train de changer parce qu'on va au bureau surtout pour rencontrer des collaborateurs, pour échanger. On va y revenir plus tard justement à ce point-là. Je me permets de vous couper pour poser une autre question. Vous disiez que l'impact sur les surfaces devait être moindre, enfin serait probablement moindre. Dans un premier temps et sur le court terme quand même, Pierre, Christelle, Philippe, vous qui travaillez aux côtés des entreprises, est-ce que vous pensez qu'elles vont opter pour une stratégie de repli avec un souci de maîtrise des dépenses et peut-être une politique différente en matière d'espace de travail? On sait par exemple d'ores et déjà que certains locataires réfléchissent à renégocier leur surface. Ouais, alors c'est vrai que je me permets de prendre la parole parce que c'est vrai que nous on est conseil et on est dans l'univers de la transaction, donc on perçoit déjà de façon assez très claire des premiers signaux. C'est pas si évident que ça en fait, parce que très clairement la crise économique va en effet amener les entreprises à jouer sur tous les leviers de rationalisation économique, et bien entendu l'immobilier est un levier de rationalisation économique important, deuxième poste de coût. C'est très vrai. Maintenant, juste une chose, donc Franck le disait tout à l'heure, le souhait majoritaire des salariés, c'est du télétravail partiel. C'est par ailleurs aussi ce qui est préconisé par la médecine du travail en raison des risques psychosociaux. Première chose. Il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'on voit que la crise sanitaire va sans doute amener à revoir des modèles d'hyperdensité. Donc, on va quand même essayer de dédensifier un petit peu les espaces. Quand même certains modèles, on va dire, d'open space ou autres, qui étaient réalisés avec une concentration humaine extrêmement forte. Et je pense que là, on va revoir un petit peu tout ça. Donc, télétravail à temps partiel, dédensification des espaces. En effet, les entreprises, par contre, vont être, vouloir réduire leur coût immobilier. Le télétravail, ça ne se fait pas à coût zéro. Il va sans doute y avoir les pouvoirs publics vont légiférer demain pour encadrer un peu plus fortement la pratique du télétravail. Ça veut dire en effet prendre en charge un certain nombre de coûts de postes d'aménagement à domicile, même des entreprises qui prennent en charge les besoins des mètres carrés supplémentaires parce que c'est un transfert de coûts, l'air de rien, le télétravail de l'entreprise vers le salarié. Et puis le troisième élément, c'est comment vous organisez votre télétravail. Parce qu'en effet, ce qu'il faut gérer dans un immeuble, ce sont les pics d'occupation. Imaginons un télétravail où tout le monde puisse choisir les jours de télétravail. Classiquement, ce qu'on voit, c'est que les gens prennent le lundi et le vendredi. Ce qui veut dire que vous avez en fait quasiment des taux d'occupation extrêmement élevés sur le milieu de semaine. Ce qui veut dire qu'en réalité, votre télétravail peut très faiblement vous permettre de réduire vos surfaces immobilières. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de logique mathématique systématique. Tout dépend de la formule de télétravail que vous mettez en place. Tout dépend des pratiques que vous mettez en place. Tout dépend aussi, en effet, de l'attractivité de l'immobilier que vous allez créer demain. Et je suis d'accord avec Franck, on va moins venir pour travailler, faire des tâches que nous, on appelle ça des lieux d'hyper-collaboration. C'est vrai qu'on va être dans des lieux d'hyper-collaboration, d'hyper-échange, parce que c'est vrai qu'il y a on va dire, le digital, la distance ne permet pas une communication, une richesse de l'échange aussi fluide. Donc voilà, c'est vrai que beaucoup de questions se posent. Maintenant, je pense que les entreprises qui se disent que le télétravail va être la façon de supprimer ou de réduire très fortement leur coût immobilier font un raisonnement un petit peu rapide et qu'on est dans des mécanismes beaucoup plus complexes. Donc, il y a plusieurs paramètres un peu divergents qui vont jouer et c'est assez difficile maintenant à anticiper, mais la tentation est très forte, c'est clair. Je pense que dans la conjoncture actuelle, c'est normal que les entreprises se posent des questions. Pierre, je vous voyais avoir envie de réagir. Oui, non, il y a plein de choses dès que le sujet du Covid est ouvert et celui du travail en particulier. Ce qu'on a vécu, c'est un laboratoire géant, plus ni moins. C'est-à-dire que c'est une occasion formidable de mettre tout le monde plus dans les bureaux pendant plusieurs semaines. Donc forcément, un truc expérimental à une telle échelle, c'était une espèce d'expérience de pensée qu'on pouvait éventuellement imaginer chez certains chercheurs, mais c'est quelque part une opportunité de réflexion complètement dingue. Mais c'est expérimental. Et à nouveau, il faut le prendre comme quelque chose d'expérimental, à savoir qu'on s'y retrouvait tous, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir continuer à travailler, dans une logique de home office forcené, pas préparé, en général assez mal outillé, et puis en plus un home office où il y a les autres membres de la famille qui sont là aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le télétravail classique où les autres membres de la famille sont à l'extérieur de la maison.
Et là, on avait les gamins, les machins, les trucs. Donc, c'était super, super compliqué à gérer. Et ce côté très expérimental a permis d'être un révélateur, fondamentalement. Un révélateur de ce qui pouvait très bien marcher. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les entreprises étaient beaucoup plus agiles qu'elles pouvaient bien le laisser penser. Que les outils, finalement, bah, on a tous prédit en début de confinement que tout allait casser, les infrastructures télécom allaient tomber, que tout le monde allait être sur Netflix, il y a la il y a eu beaucoup d'articles comme ça. Au final, ça se global, on va le passer. Et puis, donc, une sorte de révélateur de trucs que finalement les entreprises étaient en capacité de faire. Et puis, c'est un briseur de tabou. Voilà, les entreprises qu'on accompagne, pour lesquelles il y a des divisions entières de l'entreprise pour lesquelles c'était pas possible de faire du télétravail. C'était matériellement pas possible et d'un point de vue organisationnel, ça ne pouvait pas fonctionner. Et ça faisait des années que quelque part, il y avait des murs comme ça qui étaient impossibles à franchir. Et de fait, cette expérimentation, certes forcenée, a cassé ces tabous-là. C'est indiscutable. Et dans certaines entreprises, ce retour arrière à une manière de travailler traditionnelle et probablement va être difficile. Et ces tabous, on pourra plus, en tout cas, on pourra plus brandir ces interdits. Par contre, ce qui est très intéressant, enfin moi je trouve ce qui ouvre comme opportunité super intéressante, c'est de considérer que tout ce qui se passe en dehors des bureaux, auparavant, la plupart du temps, en tout cas dans les entreprises classiques, c'est l'ailleurs. C'est en dehors du bureau, donc parfois les gens ils bossent dans le train, ils bossent chez eux, mais c'était pas géré quoi. On n'est pas dans les bureaux. Toute la partie immobilier d'exploitation, conseil se focalise sur l'espace. Qu'est-ce qu'on va y faire, de l'hyper-collaboration, de la réunion, des postes, de la boîte, comment j'aménage. Et finalement, je me posais trop la question de comment je bosse quand je suis pas au bureau. En tout cas, j'en fais pas un sujet. Je ne comprends pas les postes de travail qui ne sont pas dans les bureaux. Mais c'est une super opportunité qu'a offert justement ce confinement généralisé. C'est fondamentalement d'utiliser le travail en dehors de l'entreprise, donc le home office d'une part, mais le travail aussi dans des tiers lieux, je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard, comme étant des leviers de diversification des modes de travail. Je rejoins tout à fait l'argument de la concentration, de la capacité à être créatif. Lorsqu'on se retrouve dans un lieu où on peut se retrouver soi-même et se donner de l'espace de réflexion et de production personnelle. Il y a un élément qui est extrêmement important qui va avoir, je pense, une modification du paysage des mètres carrés tertiaires. Alors, réduction par réduction, je réponds à cette question parce qu'effectivement, c'est hyper difficile d'y répondre. Il est clair qu'aujourd'hui, les gens, ils rationalisent, ils ont peur de la contre-coup économique. Mais il y a quelque chose qui est fondamental, ce sont les transports. En fait, pendant 3 mois, les gens n'ont pas pris leur bagnole 3 quarts d'heure le matin, 3 quarts d'heure le soir. Et je pense que, là, ça revient un peu, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile de se retrouver dans des logiques de transport lourd et lent. On a gagné tous énormément en qualité de vie, en temps, certes, en temps productif, mais même en qualité de vie, de ne pas se retrouver dans le bouillon matinal et de fin de journée. Et je pense que dans l'offre tertiaire de demain ou d'après-demain, je ne sais pas trop, une offre tertiaire qui permettrait aux gens de continuer à bien travailler, c'est sûr. Alors, les gens vont chercher la forme de productivité améliorée, c'est clair. Mais également, comment faire en sorte que les gens ne se tuent pas au travail en passant beaucoup de temps dans les transports. Et je pense qu'il y a un levier super intéressant à l'imaginer. Dernier point, et je laisse la parole parce que je parle trop, le fait de considérer les postes de travail qui ne sont pas au bureau comme des vrais postes de travail, au biais d'une étude, c'est aussi imaginer, parce qu'on parle d'IMO as a service, des services pour ces postes de travail-là. Et des services aux collaborateurs, mais des services chez eux. On va y revenir, Pierre, là-dessus, justement. Philippe, allez-y, vous voyez vouloir réagir aussi. Oui, absolument. En fait, pour répondre assez directement à votre question, Julie, je crois qu'il y a une vision court terme et une vision long terme. La vision court terme, c'est que la crise n'est pas terminée et on ne connaît pas encore l'impact réel de cette crise en termes immobiliers sur les besoins des entreprises dans les mois à venir. Le premier point. Le deuxième point, je pense que cette crise va avoir des conséquences managériales au sein des entreprises et donc des conséquences immobilières. Ce que je veux dire par là, c'est que
je pense qu'il va de plus en plus y avoir une sorte d'aplatissement de l'hiérarchie dans les entreprises, et donc par là même une organisation du travail différemment, et donc par voie de conséquence des besoins immobiliers sans doute qui vont évoluer. Donc ça, c'est la vision à court terme. La vision moyen terme, en tout cas, que nous avons chez Covivio, elle est en développant des produits flexibles avec la dimension service qu'on évoquait, c'est qu'il faut que plus que jamais créer des lieux avec des espaces modulables, des salles de réunion, des lieux de partage, des restaurants, bref, des services. Et ça, c'est une réflexion qui s'intègre très en amont du produit immobilier. Et puis aussi qu'on crée des lieux qui, quelque part, incarnent la flexibilité et la modularité que l'on va de plus en plus voir. Et on l'a fait notamment avec notre offre Wellio. Alors, excusez-moi, je vous coupe aussi parce qu'on va y revenir justement après. Sophie m'informe entre-temps qu'on a une question du public qui rebondit en direct sur ce que vous dites depuis tout à l'heure. Sophie, on t'écoute, on va prendre une question maintenant. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. On a même plusieurs questions qui se rejoignent sur le fait que les services ont également un certain coût. Alors, les entreprises seront-elles toujours prêtes demain à le payer? Est-ce que c'est la fin de la surenchère ou va-t-il y avoir un tri dans l'offre de services qui pouvait exister jusqu'à présent? Peut-être Christelle Bastard, est-ce que vous avez des éléments à nous apporter là-dessus? Alors, qu'on anticipe, c'est vrai que par rapport à la conjoncture économique qui va être compliquée dans les mois à venir, on anticipe à court terme, en effet, une orientation de la demande de service comme étant peut-être une demande de service pour l'entreprise. Donc plutôt, on va dire, un intérêt pour la dimension facilitation plutôt qu'un intérêt pour la dimension bien-être des collaborateurs. C'est un petit peu triste ce que je vais dire, mais c'est vrai que clairement, la course au talent, toutes ces thématiques RH qui avaient vraiment pris une place extrêmement importante dans la stratégie d'entreprise va se ralentir. Et donc, si je pense que cette tendance de recherche de bien-être, de service, et ce que disait Pierre était très intéressant, en effet, y compris de service aux collaborateurs, y compris à son domicile. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant de voir aussi que l'immobilier va devenir moins immobile et la notion de réseau, en tout cas, l'immobilier va être plutôt un réseau d'espace ou de services auxquels pourra avoir accès le collaborateur pour bien fonctionner demain. Cette tendance-là va, à mon avis, rester réelle sur long terme, mais risque d'être un petit peu, prendre un peu de plomb dans l'aile pour les mois, semestres à venir, parce qu'en effet, l'urgence actuelle pour les entreprises, les entreprises vont rentrer un peu dans une période un peu de pilotage à vue. Voilà. Et donc, par contre, tous les aspects qui permettent la flexibilité, la réactivité, je pense, vont être très fortement recherchés parce que clairement, quand on a un business model qui tourne avec une visibilité extrêmement réduite à 3 à 6 mois, c'est difficile de prendre, on va dire, des décisions qui impliquent sur long terme. Donc, tout ce qui vous permet d'être très rapide, très réactif et de saisir les opportunités business, par contre, et donc d'avoir un immobilier qui ne soit plus immobile, mais un immobilier qui soit vraiment quelque chose qui accompagne votre activité, ça va vraiment, et là peut-être que les entreprises sont prêtes à payer. La dimension de bien-être cocooning du salarié, du collaborateur, sans doute moins, même si je pense que sur long terme, ça reste que une tendance qui est longue, qui va revenir. Par ailleurs, on va peut-être être un peu moins dans le cocooning, et c'est vrai que la dimension un peu plus sanitaire, au sens, moi je ne sais pas, mais je suppose que la lumière, par exemple, c'est-à-dire aussi un immobilier qui offre du bien-être, du coup, c'est une dimension du confort qui va être un petit peu différente aussi par rapport à la qualité des espaces qui va être proposé. On va peut-être être un peu moins sur le cours de yoga et peut-être un peu plus sur des choses aussi fondamentales qu'en effet une ventilation qui ne vous souffle pas des microbes sur vous, des espaces de travail lumineux, vous n'êtes pas enfermé, enfin voilà, des choses un petit peu différentes. Pierre, allez-y. Je crois que mon son avec le micro, ouais, je réagis par rapport à ce qui a été dit. Le marché va être stressé par la dimension économique. Donc, comme dans tout marché, il va y avoir donc un resserrement et un retour aux fondamentaux. Et c'est clair que depuis 5-10 ans, le discours ambiant est de faire du collaborateur un client.
ce qui pour moi est, je pense, à vraiment une très mauvaise route, quoi. On va dans son entreprise pour se retrouver, pour se réaliser socialement, pour faire plein de choses. La première fonction, c'est de travailler, et donc les services qui sont apportés aux collaborateurs, en fait, sont apportés à l'entreprise et aux gens qui y travaillent et aux gens qui visitent l'entreprise pour qu'ils travaillent dans de meilleures conditions et qui produisent mieux et qui se réalisent globalement mieux. Mais c'est vrai que depuis quelques années, ce discours très, je dirais, en espèce de miroir à l'hôtellerie ou que sais-je encore, qui fait du collaborateur le client absolu, et pour moi, la route qu'il ne faut surtout pas emprunter, parce qu'elle est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que les collaborateurs ne sont pas toujours en capacité d'exprimer les vraies attentes dont ils auraient besoin pour mieux travailler. Et d'autre part, ils sont pas dans un régime classique de clients qui consomment un service et surtout qui le payent directement. Il y a des intermédiaires entre les deux. Et donc, je pense que ce retour aux fondamentaux va être vraiment très important parce qu'on va se reconcentrer sur les choses qui vont tout de suite être à valeur ajoutée tangible, réelle. Et la dimension de service va vraiment devoir reprendre son sens parce que l'obligation économique va nous obliger d'une certaine manière. Donc, je ne juge pas du cours de yoga qui est peut-être pas cher et facile à organiser, qui a peut-être un bon retour sur la cohésion d'ensemble dans l'entreprise, mais en tout cas, il est clair qu'il y a un certain nombre de services ou même d'outils. Je pense que la digitalisation à outrance de tout ce qu'on peut imaginer en termes de services d'entreprise me paraît être et pourtant je fais de la transfo digitale, est aussi on s'est un peu égaré là, depuis quelques années à vouloir mettre des applications partout pour tout faire, alors qu'on a des choses à portée de main avec les collaborateurs qui nous entourent, qui ne coûtent rien finalement. Philippe, rapidement un mot là-dessus et ensuite on enchaînera parce que le temps file. Allez-y. Non, je peux être que d'accord avec ce que viennent de dire Christelle et Pierre. En effet, je pense que le temps de l'apicratie à tout prix, non pas, est peut-être pas terminé, mais en tout cas, dans un premier temps, il a tendance à se décliner, à décliner, à perdre en importance, tout simplement parce que, en effet, les entreprises vont plus que jamais avoir besoin d'un immobilier productif, d'un immobilier efficace. Et tous les services futiles qu'on a pu voir se développer, qui étaient en effet sur le moment très bien, vont sans doute s'éclipser pour des services non plus futiles, mais utiles, et véritablement utiles. Merci. Alors, on voit effectivement que la demande viendra des donneurs d'ordre qui auront besoin demain, certainement en tout cas, de moins de mètres carrés dans une moindre mesure, mais des mètres carrés mieux utilisés, plus flexibles et qualitatifs, permettant, on l'a dit, les échanges, la rencontre et le lien social. C'est finalement autour de ces enjeux-là que le marché doit s'organiser. Pour exemple, on interrogeait Bertrand Jasson, qui est directeur immobilier d'Orange quand on a réalisé notre dossier spécial IMO. Il nous disait que la crise que nous subissons actuellement sera très structurante pour l'immobilier. Elle nous questionne: pourquoi vient-on physiquement au bureau? Que vient-on y chercher? Un premier élément de réponse: le service et la sociabilisation. Voilà, la citation s'affiche sur vos écrans aussi. Là-dessus, Franck, vous avez justement conçu votre offre sur le besoin de flexibilité et de service des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? L'idée de Deskio à la base, c'est que on apporte une flexibilité aux entreprises parce que les enjeux ou les cycles dans lesquels réfléchissent les entreprises, c'est des cycles en peut-être à 1, 2 à 3 ans. Ça, c'était pré-Covid. Aujourd'hui, les cycles, c'est plutôt au jour ou peut-être des semaines. Et je pense dans la phase post-Covid, la flexibilité se mesure en mois, voire 1 à 2 ans. Et ça, c'est des cycles que l'immobilier, en fait, ne propose pas aujourd'hui. Donc, la flexibilité, c'est un service en soi, je pense. Parce qu'on permet justement aux sociétés de consommer une prestation un peu à la demande, donc pas comme quand on commande un repas, mais avec une visibilité un peu plus longue. Mais quand même, j'ai un certain nombre de salariés, j'ai du travail à faire, et donc je vais consommer un bureau en tant que service. Et la flexibilité, c'est un élément clé là-dedans, et Covid n'a que accéléré en fait cette tendance aujourd'hui, et ça devient de plus en plus important. Et je pense que justement, il y a beaucoup de sociétés, je pense que Christelle
Et Pierre vont confirmer aussi qu'aujourd'hui, qu'ils ont dans un bail, souvent signé pour des durées très, très long terme, qui ont dû ajuster leur croissance, en quelque sorte, et aussi qui vont ajuster la manière de travailler, et donc qui peuvent finalement pas trop bouger, pas s'adapter à la situation. Et c'est là où donc la flexibilité devient de plus en plus importante. Et la deuxième, Justement, votre offre s'adressait initialement aux startups et aux petites structures. Est-ce que la typologie des entreprises a changé depuis vos débuts? Il me semble que vous échangez de plus en plus avec les grands groupes notamment. Oui, on a commencé avec des petites structures, mais on n'a jamais fait du coworking en soi. Donc, on n'a jamais eu un grand open space avec beaucoup de freelance. Ce qu'on a toujours fait, c'était des espaces privés parce qu'on croit beaucoup aussi dans la productivité. Et ça, c'est le deuxième argument dont tout le monde a déjà un peu parlé. En fait, quand on a une société au-delà de, on va dire, 10 et 20 salariés, le besoin des sociétés change. Ils commencent à vouloir créer leur propre culture. Ils commencent à avoir des spécialisations, des départements, et on peut plus mettre tout le monde dans une box. Les gens, ils vont pas être productifs. Et donc, nous, on a toujours cherché à réunir donc l'argument de flexibilité, mais en gardant aussi une productivité. Et au fur et à mesure de notre développement, donc, on s'est adressé à des entreprises de plus en plus grandes. Donc, c'était 10, 20 salariés au début. Aujourd'hui, c'est quelques centaines, c'est des dizaines où on crée ce produit flexible pour les grands groupes. Et là où la différence aussi avec le coworking, le bail traditionnel, c'est que, en fait, ces sociétés ou départements de grandes sociétés, ils veulent un peu les deux. Ils veulent avoir la flexibilité, sauf que la flexibilité, c'est pas forcément un contrat qui est ouvert, qui roule au mois par mois. Ça peut être à 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, mais ils cherchent aussi un produit où ils peuvent être productifs. Et parce qu'on parlait de services, je pense que nous, finalement, on organise quelques cours de yoga, mais quand on demande à nos clients, est-ce que vous voulez un cours de yoga, en fait, il n'y a personne qui nous demande, presque. Ce qu'ils veulent, c'est que le bureau fonctionne, il y a des bases qui fonctionnent. Tout le monde a besoin de café aussi, parce que ça, c'est le service essentiel, on va dire. Sans le café, un bureau ne fonctionne pas. Mais en termes de service, c'est presque déjà tout ça. Et le service est vraiment dans la flexibilité et créer un produit qui permet aux entreprises d'être productives. Et c'est là où nous travaillons donc, dans notre process avec des sociétés. On a une équipe d'architectes, de designers, etc., pour créer des lieux où les sociétés peuvent se retrouver, où ils retrouvent leur image, peuvent créer, développer leur culture et ils peuvent être productifs. Alors, Philippe, vous avez notamment créé Wellio, la marque Wellio avec Covivio. La semaine dernière, il y a un nouvel acteur également qui a lancé une nouvelle offre de bureau prêt à l'emploi. Je parle de Morning, anciennement Morning Coworking. On voit bien que clairement le marché commence à se structurer autour de ces offres packagées dont on parlait tout à l'heure. Mais s'il est surtout question de nouveaux acteurs, qu'en est-il de l'immobilier plus traditionnel? On voit bien que les lignes bougent aussi parmi les nouveaux projets immobiliers qui sortent de terre récemment. La plupart n'ont plus grand-chose à voir avec l'immeuble de bureau tel qu'on le connaissait il y a 10 ans. Je peux par exemple citer Silex, UFO, la Tour Trinity, Swayze. Philippe, là-dessus justement, vous pouvez nous dire un mot sur Wellio et ensuite peut-être nous dire comment les acteurs historiques s'adaptent-ils et réagissent à la bascule vers plus de serviciels. Comment on conçoit l'immeuble serviciel de demain? Alors, il y a deux questions. D'abord, la question sur Wellio. Nous, notre mantra, c'est de bien sûr nous adapter aux demandes de nos clients, finalement en offrant le meilleur mix entre bureau classique et bureau flexible. Et l'offre Wellio qu'on a développée il y a ça quasiment 2 ans, c'est plusieurs choses à la fois. Et c'est la synthèse entre toutes ces demandes clients, plus de flexibilité. Et Franck le disait, il a raison. La flexibilité est un service en soi. Donc plus de flexibilité immobilière, sous forme juridique, puisqu'on ne signe pas un bail 369, mais on signe un contrat de prestation de service, et donc plus de flexibilité financière et plus de flexibilité physique avec des espaces différents, évolutifs, qui s'adaptent vraiment, et là on est vraiment dans le space as a service, qui s'adapte vraiment aux demandes de nos clients. Et donc l'offre Wellio, pour répondre à votre question, c'est tout ça, c'est une offre qui s'adapte à toutes les demandes, que l'on soit petite entreprise ou grande entreprise.
Et d'ailleurs, nous, chez nous, on a l'habitude on ne parle pas de coworking, mais on parle de corpo-working. Pourquoi? Parce que, et là, ça rejoint un sujet notamment d'évolution managériale, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, parce que les grandes entreprises aussi, eh bien, elles ont besoin d'espaces évolutifs parce qu'on travaille plus en mode horizontal, en mode collaboratif, et donc l'immobilier doit s'adapter à ces nouvelles demandes des grandes entreprises, notamment. Ensuite, vous parliez de… Pardon, allez-y. Oui, non, vous me parliez de comment finalement on adapte notre production immobilière à cette demande de plus de services. Il me semble que c'était votre deuxième question, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, là, finalement, il y a deux manières de répondre, il y a deux façons. D'une part, dès la phase de conception d'un projet, et un peu à l'instar d'autres domaines comme l'automobile ou l'aéronautique, où on demande très en amont l'avis aux futurs utilisateurs, et bien dans l'immobilier, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Et cette démarche de co-conception, de design thinking, appelons-la comme on veut, en tout cas, faire en sorte que le futur utilisateur soit vraiment au centre du produit immobilier, c'est quelque chose que l'on fait chez nous. Par exemple, on a un immeuble en cours de construction à la limite entre Paris et Saint-Ouen, un gros immeuble puisqu'il fait plus de 30 000 m². Et dès l'origine de cet immeuble, eh bien, on a organisé des groupes de parole destinés à faire ressurgir les besoins immobiliers à un moment donné. Alors après, c'est vrai qu'entre le temps de la conception et la livraison en immobilier se passe un certain temps, donc il faut quelque part faire évoluer cette demande de besoin, mais d'entrée de jeu, quelque part dans le projet, très en amont, intégrer ce que souhaitent les utilisateurs en termes de services, de manière à le plugger vraiment dans la conception-construction de l'immeuble. D'accord. Alors, j'accélère une dernière question. Je rebondis sur ce que vous disiez. Vous parliez de contrat de service. Et in fine, effectivement, si je résume tout ce qu'on s'est déjà dit là pendant l'heure pratiquement qui vient de s'écouler, l'utilisateur ne paiera plus seulement un mètre carré, mais un mètre carré augmenté, formule qu'on a déjà utilisée. Et si ce modèle était déjà bien connu des utilisateurs d'espaces de coworking, est-ce qu'il est amené finalement à s'étendre à tout l'immobilier tertiaire? Est-ce qu'on va passer d'un bail locatif à une prestation de service? Ce sera la dernière question que je vais vous poser à tous les quatre. Christelle, je vous propose de commencer assez rapidement et synthétique, s'il vous plaît, pour qu'on ait du temps pour les questions du public après. Écoutez, moi je crois que l'avenir va être au choix, à la diversité et à la personnalisation. Chez CBRE, on ne croit pas à la solution unique. C'est-à-dire qu'il restera malgré tout des entreprises qui font le choix parce que c'est leur culture, parce que c'est leur activité, parce qu'elles ont aussi, par exemple, pour un certain nombre de petites et moyennes entreprises, une dimension familiale, en plus d'entrepreneuriale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un modèle d'entreprise unique et donc je ne pense pas qu'il y aura une solution unique. Je pense justement que demain, l'immobilier va devoir répondre à ce besoin de diversité, de flexibilité croissant. Une dimension aussi qui, à mon avis, peut être intéressante, c'est la notion d'espace relais. À partir du moment où les utilisateurs, enfin les salariés, les collaborateurs ont télétravaillé de plus en plus, et où en effet la problématique des transports est une problématique importante en termes de qualité de vie, la possibilité peut-être aussi pour proposer des espaces relais à proximité du domicile. J'ai vécu en télétravail unique pendant quasiment 2 mois ou 3 mois. J'étais au bout de ma vie. J'avais qu'une seule envie, c'était de sortir de chez moi. Donc, on peut aussi, voilà, il y a plein de façons de concevoir cet immobilier. Et je pense que l'articulation de solutions diverses pour répondre à des problématiques à chaque fois particulières, c'est vraiment la voie d'avenir. Il y aura toujours un immobilier malgré tout qui va se faire sous la forme d'un bail classique. Notamment, les entreprises garderont toujours des immeubles sièges, des vaisseaux un petit peu amiraux qui sont le porte-étendard de leur culture, qui sont aussi des éléments importants pour, on va dire, incarner le collectif, susciter justement un engagement, une collaboration forte. Et dans ce cas, ce sont aussi des lieux qui vont avoir besoin de personnalisation forte. C'est difficile à envisager des investissements pareils sur des durées courtes d'engagement. Donc, il y aura toujours des besoins aussi d'immeubles de bureaux qui vont se faire dans le cadre d'un bail. Surtout, bon, le 369, ça nous paraît long en France, hein, mais en Grande-Bretagne, c'est 25 ans la durée des baux. Donc, bon, après, ils font plus de location. Mais donc, voilà, finalement, c'est pas, voilà, notre immobilier n'est pas si immobile que ça en France, mais une diversité de solutions, je crois.
D'accord, merci Christelle. Pierre, je vous laisse la parole et ensuite Philippe et Franck rapidement, s'il vous plaît. Oui, merci. Il y a plein de choses qui ont été dites. Je vais pas redire réemphaser dessus. À nouveau, et je rebondis sur la pluralité, elle existera toujours. Il est clair que c'est une tendance de fond qui s'observe. Il n'en reste pas moins qu'il y a des fondamentaux de l'immobilier qui vont perdurer. Ça reste un produit de placement et pas un produit de placement très court terme non plus. Donc, on ne peut pas tout précariser d'une certaine manière. Ça n'a plus vraiment de sens. Et ça a encore moins de sens parce qu'en plus, la notion même de service n'implique pas du non long terme, quoi. Bien au contraire, un de nos métiers, c'est d'accompagner les entreprises à mettre en place justement des contrats d'exploitation, de services aux occupants, services aux bâtiments. Et la notion de la construction d'une relation dans le cadre d'un contrat de prestation de service, ça prend du temps, ça se mûrit, il faut se projeter, il faut apprendre à travailler ensemble. Et donc la notion de temps, en tout cas de temps moyen ou temps long, garde totalement son sens. C'est juste je pense, la relation preneur-bailleur qui se transforme. Je pense que les preneurs vont reprendre du poil de la bête aussi parce que voilà, le marché va être compliqué pour les investisseurs parce que voilà, il y a probablement plus de mètres carrés, plus de stock, quoi. Et donc c'est une super opportunité pour transformer les modes de relation, travailler sur effectivement le co-design, la co-conception, parce que quand on a un preneur qui va se projeter dans un immeuble, eh ben, il a sa capacité à exprimer ses besoins, ou d'imaginer ses besoins, et également d'anticiper les modes d'exploitation futurs du bâtiment et que ce soit fait de manière concertée entre le preneur et le bailleur. Bien sûr, c'est ce vers quoi on doit tendre. Et donc, cette transformation du bail, avec cette relation ce rapport de force permanent, doit absolument se transformer, parce que de toute façon, il sera au bénéfice de l'ensemble des acteurs et in fine aussi à la valorisation de l'actif en lui-même, quoi. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça qui est super intéressant. Merci. Philippe et Franck, un dernier mot là-dessus. Philippe d'abord peut-être, ensuite Franck. Là, mon micro était coupé. Non, je crois qu'en effet, de plus en plus, il va falloir s'habituer comment dire, à ce que le vocable immobilier prenne un S, c'est-à-dire qu'il va y avoir des immobiliers de bureaux. On a vu au cours des années passées l'arrivée, l'émergence du coworking qui était une nouvelle forme. Et je pense qu'il va y avoir d'autres formes qui vont apparaître essentiellement, et moi je tiens beaucoup à l'idée que le mode de management des entreprises va continuer à évoluer, le fait encore une fois des hiérarchies différentes, des tâches différentes, pourquoi pas dans certains secteurs l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va aussi peut-être bouleverser la façon dont on fait tel ou tel travail et donc les besoins immobiliers par voie de conséquence. Donc il va vraiment y avoir des immobiliers d'entreprises de plus en plus différents et à charge en effet eh bien, pour les investisseurs, les propriétaires que Vivio est, eh bien, de créer, d'inventer des produits immobiliers nouveaux qui s'adaptent finalement à la demande de plus en plus évolutive et de plus en plus rapide de nos clients. D'accord, le virage est amorcé, mais on a encore un peu de route à faire. Franck, un dernier mot? Oui, je viens. En fait, le contrat, je pense que c'est pas le sujet, parce que quand vous regardez, même donc nous faisons exclusivement des contrats de prestation de services et on a des contrats qui durent plus que 3 ans avec des clients. Et en fait, même si vous signez en tant que propriétaire un bail sur 9 ans, si au bout de 2 ans l'entreprise ne rentre plus dans les locaux parce qu'elle a grandi trop ou parce que elle a réduit, en fait, elle va voir le propriétaire et bon, il a un bail, mais ça vaut pas grand-chose. Donc, je pense que c'est secondaire la forme de contrat. Ce qui est important, c'est que l'offre à la fin, ce qu'ils cherchent les utilisateurs aujourd'hui, c'est un produit. Donc, c'est pas la forme de contrat, c'est que je veux un bureau où je peux aller, je peux travailler. Et quand on regarde tout le process qui est quand même assez complexe, chercher des locaux, signer un bail, un contrat de 50 pages qu'on ne connaît pas très bien. Après, on cherche un aménageur, un architecte, on aménage des locaux, on fait un investissement, quelque chose qu'on n'est pas expert non plus, qui coûte pas mal d'argent, pas mal de capital. Ensuite, quand on a aménagé, donc déjà, on a dépensé énormément d'argent avant qu'on ait mis un pied dans les locaux, et après, il faut les opérer.
quand il y a une fuite, quand il y a l'ampoule qui ne fonctionne pas, quand l'Internet ne fonctionne pas. En fait, les sociétés, ils ne sont pas spécialisées là-dedans et c'est des vrais métiers. Et ils veulent avoir aujourd'hui un produit qui fait tout ça, où ça fonctionne et ça tourne et c'est pas à eux de gérer ça parce que c'est pas leur métier. Et donc, je pense que la question clé est vraiment qu'est-ce qu'on peut créer comme offre, comme produit, comme service dans l'ensemble pour les entreprises pour que ça devienne plus facile et plus flexible. C'est pas une question de contrat. Hein. Et c'est justement c'est ce que on essaie de faire et parfois même ce qui nous arrive, on a parce qu'on n'a pas tous les lieux de Paris non plus. Quand nous on n'a pas le lieu propre approprié pour une société, on a de plus en plus de demandes des sociétés qui disent est-ce que vous pouvez faire l'aménagement et gérer pour nous. Et d'ailleurs aussi des propriétaires qui viennent nous voir qui disent nous j'ai pas la capacité d'opérer, d'aménager, de créer ce produit que vous créez. Est-ce que je peux vous le donner? Vous le faites pour moi, un peu comme dans l'hôtellerie, et vous opérez les lieux. Et son métier reste finalement d'acheter les immeubles, de les transformer, de lever de la dette, financement, etc. Yeah. Merci Franck. Je suis désolée, je vais devoir vous couper. On arrive maintenant au terme de cette discussion. Mais avant de vous quitter, comme promis, on a quand même quelques petites minutes pour échanger sur les questions du public. Juste avant de donner la parole à Sophie, je vous rappelle que la deuxième webconférence démarrera à 10h45. Pour vous inscrire, vous avez le lien sur le côté du module et ça vous basculera directement sur le nouveau webinar. Voilà, parenthèse fermée. Sophie, c'est à toi. As-tu des questions pour nos intervenants? Oui, alors on a beaucoup de questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes les traiter. Mais il y en a une que j'ai sélectionnée de Georges qui dit « On entend bien l'aspect service et business de l'immobilier as a service, mais comment cela est compatible avec l'aspect durable, économie de moyens ?» Alors la parole peut-être à Christelle Bastard ou Philippe. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir. Je vais essayer de répondre. Je ne sais plus qui disait quand même tout à l'heure qu'on allait en effet revenir à cette notion de productivité et d'efficacité. Et donc quand même, si l'idée c'est de se recentrer sur l'essentiel et ce qui fait tourner le business, on va dans le sens d'une certaine forme de durabilité. Malgré tout, après, je pense que c'est pas une question qui est évidente parce que la durabilité, c'est une approche systémique. Donc, et c'est très difficile. On a un moment justement où les choses bougent beaucoup et c'est extrêmement difficile de considérer quels seront les impacts réels environnementaux d'un certain nombre d'évolutions. Par exemple, je pense au télétravail. Par exemple, on se dit que le télétravail va avoir un impact positif en termes environnementaux et en réalité, ça risque peut-être d'inciter les gens à s'éloigner encore davantage. Donc, c'est pas évident. Moi, je pense que quand même, le fait de se recentrer sur des fondamentaux va dans le bon sens. Et maintenant, c'est la façon dont on propose aussi le service, la façon dont on conçut le service qui va fortement influer sur son impact écologique et environnemental. Franck, Philippe, Pierre, est-ce qu'un de vous trois veut réagir là-dessus avant de prendre une autre question? Non, je disais tout à l'heure, je confrontais service futile versus service utile. Je pense que de plus en plus, les entreprises vont se concentrer pour les raisons évidentes de productivité, d'efficience économique sur les services utiles. Et donc, les services utiles seront au centre de l'offre que nous devons de plus en plus proposer à nos clients. Je pense qu'en fait, les deux peuvent se réunir. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, en fait, quand une entreprise a aménagé des locaux, elle a acheté des chaises, des meubles, etc., pour une utilisation de, on va dire, 6 à 9 ans. Donc, c'est une bonne utilisation d'un investissement, mais aussi des matériaux qu'on achète. Aujourd'hui, quand les sociétés restent ou cherchent à bouger ou opèrent dans les cycles de 2 ou 3 ans, en fait, le chaise qu'on achète aujourd'hui, c'est la même chose qu'on a acheté il y a 10 ans. Sauf qu'on va l'utiliser pendant 2 ou 3 ans si chaque entreprise le fait pour soi-même. Et ce qu'on essaie de faire, donc justement, parce que en tant qu'opérateur, c'est de dire, finalement, vous avez en tant qu'utilisateur rien à gagner à acheter une chaise parce que c'est pas votre métier, vous ne savez pas quoi faire dans 2 ans. Or, nous, on va les réutiliser pour la prochaine entreprise qui va venir chez nous. Et donc, on utilise finalement cet investissement
beaucoup plus longtemps dans la durée et c'est là où on crée de la valeur et c'est aussi important pour la durabilité du métier. La deuxième chose qui est importante aussi, on en a parlé, je pense, tout à l'heure, Philippe et Christelle, en fait, il y a de plus en plus de mobilier modulable. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de réflexions parce qu'on bouge beaucoup plus vite des sociétés au sein des lieux. Comment est-ce qu'on peut éviter de construire? Donc aujourd'hui, si je veux mettre en place une salle de réunion, par exemple, je peux le construire avec des cloisons amovibles et ça dure et c'est bien fait. Or, on va privilégier aujourd'hui des solutions qui sont modulables. Donc, on va poser dans un coin et demain, si on réorganise la société ou on bouge, on peut le déménager en espèce de 2 heures dans un autre coin du bureau, dans un autre immeuble. Et c'est des solutions en fait qui contribuent à mieux utiliser tous les matériaux qu'on utilise, qui ajoutent de la durabilité dans ce qu'on fait. Donc je pense que justement, en fait, les deux aspects peuvent se réunir et vont ensemble. D'accord. Pierre, un dernier mot là-dessus et ce sera le mot de la fin, je crois, parce qu'il est temps de rendre l'antenne après. Non, plus de flexibilité, c'est pouvoir viser au plus juste et éviter la surconsommation de tout. Et donc, la réutilisation du trop-plein, parce que je reste persuadé qu'aujourd'hui, en France en particulier, les entreprises consomment beaucoup trop de mètres carrés. Des pénuries de logement, ça peut ouvrir des opportunités pour faire des transformations aussi de mètres carrés, des logiques de destination différentes. Flexibilité, viser au plus juste, être plus frugal d'une certaine manière. Je pense que c'est ultra compatible avec le durable. Plus que jamais. Très bien, de nouvelles pistes à exploiter pour la suite. Il est maintenant l'heure de rendre l'antenne. Un grand merci à vous quatre pour cet échange autour de l'IMO as a Service. On voit que le sujet est vaste, on aurait pu y passer encore une bonne heure à mon avis. J'espère que le sujet vous aura en tout cas vous aussi intéressé de l'autre côté de l'écran. Un grand merci également à nos partenaires Aremis, Iporta, Vinci Facilities, Zèbre, Pénélope et la SEG. Je vous invite maintenant à poursuivre les débats avec la deuxième webconférence, comme je vous le disais, en préambule, qui démarre maintenant dans 15 minutes et qui abordera la question du qui et comment pour opérer les services, animé par Bastien Cagny, directeur de la rédaction. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne matinée à tous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur les réseaux ou en physique. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.